Madame, Monsieur, bonjour. Vous informer, c'est notre devoir et cela dit matin au soir. Vous êtes sur Wabinfo TV, ce média qui vous offre les vraies informations et vérifiées. Nous avons réussi pour aujourd'hui Monsieur Nikez Kibelbel dans cette émission décryptage des informations pour parler d'une actualité. Vous le savez, peut-être l'Angola se dit être étonné de la rencontre entre le président congolais et son homologue rwandais au Qatar, les jours où la délégation congolaise a été envoyée en Angola pour participer dans des discussions bien évidemment directes entre les gouvernements congolais et la délégation du M23. Nous allons en parler. Pourquoi l'Angola se dit être étonné? Ça sera notre sujet de cet avant-midi dans cette émission décryptage. Nikez Kibelbel, c'est un chercheur, c'est un journaliste également, directeur général de SOMédia. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour confrère et merci. Merci de l'invitation. Dites-nous comment analysez-vous les faits? L'Angola se dit être étonné de la rencontre entre le président congolais et son homologue rwandais. D'abord, merci beaucoup. L'Angola a droit de s'étonner. De s'étonner et de comprendre qu'il n'y a pas de confiance. Pourquoi? Parce que l'Angola attend la délégation du M23 et la délégation du gouvernement congolais le 18 mars. La délégation du gouvernement congolais arrive le lundi 17 mars au soir. Le même soir, le M23 décline l'invitation. Et l'Angola, d'ailleurs, pas seulement l'Angola, comme le monde entier est surpris par une photo qui fait le buzz, où on trouve le président Kagame et le président Tshisekedi autour du Qatar, de l'émir du Qatar. Alors l'Angola s'étonne, c'est normal qu'il s'étonne parce que l'Angola se rend compte que personne ne lui fait confiance, au moins à ce niveau-là, et qu'il a été le dindon de la farce. Donc l'étonnement de l'Angola est un étonnement vrai, un étonnement réel, un étonnement qui étonne aussi parce que tout le monde s'est étonné. Voilà, si tu acceptes la tétologie. Alors, on peut dire que l'Angola est vraiment, disons, a vraiment raison d'être étonné. Ah oui, mais c'est ce que je disais, il a raison. Pourquoi? Parce que la moindre des choses, et par respect, il aurait fallu que le président Tshisekedi lui fasse un petit coup de fil pour dire « nous ne viendrons pas ». Parce que même les Congolais, imaginez la délégation qui est descendue en Angola. Il y a des frais d'émission, il y a des pertes en énergie, et il y a tous les risques parce qu'un avion, prendre l'avion, c'est un risque. C'est un grand risque. Vous arrivez en Angola, vous êtes à l'hôtel. L'Angola s'est préparé à vous recevoir. Donc, toutes ces dépenses-là, mais en un mot, toute l'énergie dépensée, que ce soit au niveau de l'Angola, que ce soit au niveau de la RDC, ça doit nécessairement étonner. Et donc, ça doit, en principe, ça doit même décourager. Donc, l'Angola, non seulement s'étonne, mais est aussi surpris ou surprise. Donc, l'Angola a raison et de s'étonner et d'être surprise. Est-ce qu'on peut dire que l'Angola s'est étonné ou bien il s'est plaint? Alors, là, c'est bien de poser cette question. L'Angola s'est étonné à partir d'un communiqué. Mais se plaindre, l'Angola ne s'est pas plaint. Pourquoi? Parce que si l'Angola se plaint, cela signifie que l'Angola a exprimé sa déception publiquement. C'est là, dans la plainte, l'Angola peut dire, écoutez, vous ne faites plus confiance à moi ou nous n'avons plus confiance, j'arrête. Donc l'Angola ne s'est pas plaint. Pourquoi? Parce que l'Angola aussi est sur les qui-vive. Elle ne sait pas si le processus va continuer avec lui ou sans lui. Donc l'Angola est resté dans l'expectative et c'est ça. C'est comme on a étudié à l'école primaire les deux chemins. L'Angola est devant le carrefour, il ne sait pas quel chemin prendre. Donc l'Angola ne se plaint pas parce que l'Angola espère toujours jouer un rôle dans la médiation. Est-ce qu'on peut dire que c'est le problème congolais ou bien donc c'est le problème du mouvement M23? Non, au fait, le problème n'est pas que congolais. Le problème n'est pas que congolais. Parce que regardez, le 15 décembre 2024, où on devait signer
la mise en application de la feuille de route de Luanda. Le président Kagame n'est pas arrivé. Mais le président Kagame a fait parvenir un message qu'il faut d'abord négocier avec la M23. Donc, en d'autres termes, le président Kagame boudait le médiateur. Ça, c'est de un. De deux, du côté congolais, parce que la question à vous poser, elle a des implications, à l'interne comme à l'externe. Du côté congolais aussi, on se pose tant de questions. On ne sait pas. Si nous prenons le M23 comme mouvement congolais, M23 AFC, nous nous disons pourquoi les Congolais ne veulent pas venir à la table de négociation. Discuter entre eux. Donc, les Congolais suivent des instructions. C'est comme il y a un souffleur, vous voyez, lors des théâtres, il y a toujours un souffleur qui dit aux acteurs, ici faites ça, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un souffleur qui dit aux Congolais du M23 AFC, ne faites pas ceci, faites cela, ainsi de suite. Téléguidage. Alors donc, à ce niveau-là, le problème devient complexe et au niveau, à l'interne, au niveau des Congolais eux-mêmes, mais aussi au niveau des voisins qui ne facilitent pas la venue de la paix. Donc, selon vous, vous voulez dire que le problème n'est pas seulement congolais, mais quand même le gouvernement angolais, le président angolais dans son communiqué, il a dit que les problèmes africains doivent être résolus par les mêmes Africains, donc par nous-mêmes Africains. Qu'en pensez-vous? Effectivement, il n'est pas le seul. Si vous vous rappelez le 21 février, alors qu'on devait voter la résolution, le Conseil de sécurité des Nations Unies devait voter la résolution contre le Rwanda. Il y a 3 pays africains qui avaient refusé. Il y avait la Sierra Leone, il y avait l'Algérie et la Somalie. Ces 3 pays ont dit ceci, que les problèmes africains doivent être réglés dorénavant par les Africains eux-mêmes. En d'autres termes, il faut dialoguer pour trouver des solutions. On ne peut dialoguer qu'avec son ennemi. Il faut arriver à convaincre les protagonistes à se mettre autour d'une table. Et donc, les sanctions que vous prenez, ça, ce sont les 3 pays. Les sanctions que vous prenez ne serviront pas. Parce qu'en Afrique, nous avons l'arbre à palabre. Tout se règle autour de l'arbre à palabre pour trouver des solutions. Donc, en Afrique, il n'y a pas de problèmes qu'on ne peut pas résoudre par le dialogue. Donc, les problèmes africains doivent être traités par les Africains. Mais il faut donner à ces Africains-là des moyens. Parce que après, les 3 pays ont finalement voté à l'unanimité les sanctions contre le Rwanda et le M23 dans la résolution 2773. Donc, on est parti du principe que les Africains connaissent mieux leurs problèmes et qu'eux-mêmes sont capables de trouver des solutions. Or, les problèmes africains, notamment les problèmes de la RDC, ne sont pas seulement des problèmes du Congo, ne sont pas seulement des problèmes africains, ce sont des problèmes internationaux. C'est comme le problème du Soudan. Là où il y a des richesses, là où il y a des minéraux, le problème cesse d'être un problème interne. Ça devient un problème international. Donc, sur ce point-là, encore que les Africains doivent avoir les moyens. Parce que si les Africains n'ont pas de moyens, que ce soit moyens, parce que les moyens humains, ils en ont. Il y a les hommes. Mais les moyens de pression, le moyen financier, le moyen même militaire, si les Africains n'en ont pas, il est difficile que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Et la preuve, puisque nous en parlons, Kagame et Museveni, Kagame et Tshisekedi se sont retrouvés à Qatar. Se sont retrouvés au Qatar plutôt. Alors qu'ils devaient se retrouver à Luanda. Donc la dimension internationale des problèmes africains ne doivent pas nous faire perdre de vue. Donc, le président angolais, vous l'avez dit, et moi aussi je l'ai dit, a dit que les problèmes africains doivent être résolus par les mêmes Africains. Ces mots pourraient dire, dans d'autres termes, qu'il remet en cause les discussions de Qatar. Alors, il ne remet pas en cause parce que les discussions de Qatar sont venues après. C'est-à-dire que... Non, c'est avant sa déclaration. Oui, avant ça. Bon, oui. D'abord, je parle de la résolution. Avant la résolution du Conseil de sécurité, 3 pays africains ont dit non aux sanctions. Les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. Par les Africains. Mais alors, revenons à la réunion mixte EAC, East African Community, et SADC. Cette réunion en Tanzanie a donné, a proposé des solutions. Il y en a 5, je pense. La première des solutions,
c'est que il faut nécessairement que les militaires arrivent à Goma, étudient l'état de l'aéroport de Goma pour baliser l'aéroport et permettre à ce que les avions atterrissent et amènent l'aide humanitaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que le M23 puisse quitter les villes de Goma et de Bukavu. Donc, retrait des troupes. La troisième des choses, c'est, je pense, continuer maintenant à appliquer la feuille de route conjointe, processus de Nairobi et la feuille de Luanda. Donc, ça, ce sont des résolutions proposées par les états-majors. Et ces résolutions-là, depuis le mois de février, n'ont jamais été appliquées. Donc, le principe des problèmes africains à régler par les Africains, c'est heurté au, comment je peux appeler ça, à la dépendance des États africains à d'autres États du monde. Parce que, comme je l'ai dit, si le Rwanda est soutenu, un exemple, est soutenu par le Qatar, le Qatar peut lui dire, écoute, ne fais pas ça. Et il va obéir. Et nous voyons les conflits au Soudan, on ne va pas déborder. Mais le conflit au Soudan, vous avez des pays qui sont divisés. Nous avons les conflits en Ukraine. Vous avez des pays, vous avez l'Union européenne, l'OTAN, vous avez la Russie, vous avez ainsi. Donc, les problèmes, les conflits dépassent le borne ou les territoires nationaux ou les frontières nationales pour aller même plus loin. Et les conflits africains, non seulement que ça dépasse la RDC, ça dépasse la sous-région, la CIRGL, ça dépasse même l'Union africaine pour arriver jusqu'au Qatar, pour arriver jusqu'à la communauté internationale. Alors à ce moment-là, si vous n'avez pas les reins solides, et comme nous disons, si vous n'êtes pas vertébré, il est difficile de mettre les protagonistes autour d'une table et que ces protagonistes vous écoutent et appliquent ce qu'ils disent. C'est la difficulté à laquelle est buté le président Lorenzo. Et donc le président angolais veut dire qu'on mette fin, selon ces mots, veut dire dans d'autres termes, qu'on mette fin aux discussions du Qatar. Vous avez posé la question si le président angolais s'est plaint. Officiellement, il ne s'est pas plaint. Cela suppose que Qatar peut donner une impulsion en disant j'ai déblayé les terrains, retournez voir le président angolais. C'est une possibilité. Mais vous savez que le problème interne, les problèmes africains, notamment dans les pays qui ont des minerais, dépassent le continent. Alors, oui, comme la RDC. Comme la RDC, comme le Soudan. Ça dépasse comme l'Ukraine. Ça dépasse le continent. Donc, ça dépasse d'abord le voisin. Ça dépasse les voisins qui sont dans la CPGL. Ça dépasse les voisins qui sont dans la CIRGL. Ça dépasse l'Union africaine. Et finalement, ça déborde jusque, c'est comme le fleuve qui va jusque dans la communauté internationale. Aujourd'hui, nous avons les Qatar. Alors, donc ça, c'est le vrai problème. Mais il y a un autre problème, peut-être vous le savez. Le Qatar a envoyé une invitation au M23. Ah bon? Le M23 doit aller au Qatar, à Doha, rencontrer l'émir du Qatar. Il a des choses à dire au M23. Donc, vous voyez que le pôle de discussion est en train de bouger, de changer. Vers le Qatar. Vers le Qatar. Alors, le Qatar peut avancer parce que le Qatar est financièrement fort. Le Qatar peut... Vous savez, il y a des projets du Qatar au Rwanda. Le Qatar, notamment la construction de l'aéroport, qui va coûter plus de $1 milliard. Vous avez Rwandair qui travaille avec Qatar Airways. Donc, le Qatar pèse sur le Rwanda. Alors, à ce moment-là, l'Angola qui n'a pas de sanctions à infliger au Rwanda, l'Angola devient impuissante. Donc, voilà comment les problèmes africains, au lieu d'être traités par les Africains, nous-mêmes les Africains, nous ne sommes pas sûrs, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. C'est pourquoi nous allons ailleurs. Parce qu'au fait, comme on dit, l'eau va à la rivière, les poissons vont dans l'eau. Donc, on va là où il y a des pressions. Et donc, peut-on dire que ces problèmes africains ne seront pas résolus par nous, l'Afrique? Il est difficile que les Africains résolvent leurs problèmes. Il est vraiment difficile. Et c'est rare, pour ne pas dire difficile, pour ne pas dire aussi impossible. C'est rare. Quand vous regardez tous les conflits sur le sol africain, souvent, il y a une intervention de l'Occident, pour ne pas dire de la communauté internationale. Parce que nous sommes trop dépendants de ces gens-là, même intellectuellement, alors que nous avons tous les atouts possibles. Lorsque nous jouissons, ou bien nous vivons de leur aide, et lorsque nos chefs d'État vont déposer leur argent dans des banques occidentales, vous voyez cette dépendance qui fait que les Américains peuvent prendre des sanctions
contre vous parce qu'ils savent que vous avez l'argent chez eux. Mais si vous n'avez pas d'argent chez eux, ils prendront des sanctions contre vous comment? Donc, il y a cette dépendance qui nous replace dans le contexte pratiquement de la colonisation, dénoncée par Frantz Fanon. Donc, voilà, et ça complique un peu les solutions des Africains aux problèmes africains. Qu'est-ce que le Qatar a gagné dans ces négociations? Alors, le Qatar est dans le business. Nous avons déjà parlé avec vous ici, parlant des Américains, que c'est la paix du pétrole, la paix commerciale. Le Qatar est dans le business. À l'époque, le Qatar achetait de l'or en RD Congo. L'or du Congo, mais au Rwanda. Avec les pressions, le Qatar a arrêté. Mais le Qatar, comme je l'ai dit, le Qatar a un projet avec le Rwanda de construire un aéroport moderne qui va coûter au-delà de 1 milliard de dollars. Alors, parce que pour le Qatar, il veut concurrencer notamment l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie aussi est dans Addis Abeba est dans le même projet. Donc ça, c'est un aspect économico-touristique avec le Rwanda. Et Rwandair est en association et partenaire de Qatar Airways. Donc, il y a des projets communs où l'argent circule, l'argent sort, et le Qatar a besoin de cela. Alors, maintenant, qu'est-ce que la RDC doit aussi saisir la balle au bon pour ramener le Qatar vers le Congo, qui a beaucoup plus de minéraux que le Rwanda. Donc, il y a des enjeux économiques. N'oubliez pas que chaque guerre a un soubassement économique. Et comme les enjeux économiques sont là, les multinationales posent leurs pieds. Voilà pourquoi le Qatar semble plus fort que l'Angola. Dites-moi alors, messieurs les directeurs, est-ce que vous analysez positivement ou négativement la rencontre surprise entre les présidents congolais et les présidents rwandais au Qatar? Alors, on ne peut pas analyser... Personne ne connaît pas. On ne peut pas analyser négativement. Il faut donner le bénéfice du doute. Parce que ce qui compte pour nous, les Congolais notamment, c'est le résultat. Si on arrive, le Qatar a demandé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Alors, et Konenanga a dit que cela ne les regarde pas. Alors, c'est pourquoi le Qatar a invité les M23. Donc, nous allons juger au résultat. Si après 2 semaines, après 1 mois, nous continuons à observer les affrontements, à observer l'avancée ou, disons, les affrontements sur le terrain, alors nous regrettons pourquoi nous sommes allés au Qatar. Là, nous allons faire un rétro-repédalage en disant, mais les Nations Unies, vous avez pris des sanctions. Qu'est-ce que vous attendez pour les appliquer? Vous comprenez? Donc, dans un premier temps, tout celui qui vient avec un projet de paix est bien accueilli. Mais on aurait souhaité que tous les efforts convergent pour trouver une solution rapide, pour que le drame des Congolais ne puisse pas continuer, pour que la paix vienne aussi vite que possible. Donc, ce qui est plus important, c'est le jugement au résultat, mais surtout, ce qui est plus important, le temps. Le temps ne joue pas avec le Congo. Le temps n'est pas en faveur de la RDC. C'est pourquoi il faut encore redynamiser tous les fronts qui concourent à la paix. Comme l'Angola pense que les problèmes des Africains doivent être résolus par les Africains, est-ce qu'on peut dire que l'Angola est capable de mettre fin aux problèmes de la République démocratique? Alors, la difficulté, c'est ce que nous disons. La difficulté avec nos États sont trop dépendants de l'extérieur. Quand nous prenons l'Angola comme État, mais l'Angola, voyons qui exploite le pétrole en Angola. Vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez même la Chine. Les routes en Angola, c'est la Chine qui a construit. Donc, la pression angolaise peut ne pas être productive si ceux qui sont derrière, les héros dans l'ombre, appelons-les comme ça, s'ils ne sont pas animés de bonne foi. Là, la pression, parce que le même Angola, parlons toujours de l'Angola, il y a Total Énergie qui est en Angola. Mais n'oubliez pas que Total Énergie est aussi au Rwanda, avec le bloc gazier du Mozambique. Donc, vous voyez que ce n'est pas la morale religieuse, ce n'est pas l'Église catholique pour dire, bon, il faut faire la confession. La politique a sa morale, et c'est une morale des intérêts économiques. C'est une morale de rapport de force. Monsieur le directeur, pourquoi on donne l'impression de tourner en rond? Effectivement, on donne l'impression, c'est même pas l'impression, c'est une réalité, on tourne en rond.
Parce que jusque-là, les résultats ne sont pas palpables. Parce que les intérêts s'entrecroisent. Parce que les intérêts départagent même les gens. Je vous l'ai dit, dans l'Union européenne, la France joue un grand rôle. C'est la locomotive avec l'Allemagne. L'Union européenne prend des sanctions contre le Rwanda. Mais le mémorandum d'entente n'a pas été résilié. La France n'a pas arrêté, Total Energy n'a pas arrêté de financer l'armée rwandaise. Donc c'est un problème de rapport de force, c'est un problème d'intérêts économiques. Vous savez le principe, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc voilà pourquoi nous tournons en rond. Voilà pourquoi ça fait 30 ans la situation en RD Congo et notamment dans la région des Grands Lacs est en ébullition. Qu'est-ce qui fait qu'on n'attend plus qu'on parle des résolutions de l'EAC SADC? L'EAC, selon toutes les bonnes analyses, l'EAC est avec le Rwanda. Ah bon? Ah oui. L'EAC avec le Rwanda, vous avez le Kenya, vous avez l'Ouganda, vous avez comment on appelle ça? Le Soudan du Sud. C'est des pays qui sont pro-Rwanda. Vous avez la SADC qui est avec la RDC. Alors, à ce niveau-là aussi, il y a des divisions. Ce qui fait que lorsque la SADC propose que les troupes du Rwanda et de M23 se retirent du Congo, l'EAC propose un statut spécial pour Goma et Bukavu. Alors, vous comprenez que les violons ne peuvent pas s'accorder. Donc, c'est aussi dans ces divisions-là qu'on veut trouver des solutions. Mais on ne trouvera jamais de solutions dans la division. Parce que, comme je l'ai dit, les temps jouent contre la RDC. Parce que chaque jour qui passe, il y a une localité qui tombe et finalement, nous allons nous retrouver à l'embouchure du fleuve Congo. Alors, selon vous, monsieur Nikez, dites-nous d'où viendra la vraie solution pour cette guerre? Est-ce que c'est vraiment en Afrique ou bien dans la communauté internationale? Alors, la vraie solution d'abord, c'est la RDC. La vraie solution signifie quoi? Signifie que la RDC redevienne sérieuse. C'est-à-dire... Mais on est sérieux, Nikez. Non, écoutez, pour redevenir sérieux, cela signifie quoi? Que nous ayons une armée forte et dissuasive. Une armée qui peut faire face à tous les assauts possibles. Nous sommes parmi les premières armées africaines. Nous sommes la 11e, je pense, mais les critères, vous avez les critères effectifs, les critères équipement, tout ça, mais ça ne suffit pas pour faire la guerre. Il y a aussi les phénomènes humains pour faire la motivation. Le moral des troupes, nous en avons déjà parlé avec vous beaucoup de fois. Oui, nos militaires recevront désormais $500. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il y a aussi le problème des commandements. Vous avez vu à la chute de Goma, nous l'avons relevé. Quand vous avez 5 généraux qui ont plus de 60 ans, comment voulez-vous qu'on gagne la guerre? Vous mettez au front 5 généraux qui ont tous plus de 60 ans. Or, à 62 ans, c'est la retraite dans l'armée. Ces généraux-là ont des familles. Ces généraux-là ont des besoins. Ces généraux-là préparent la retraite. Donc, quand vous les envoyez au front, ils ne viennent pas pour se battre. Ils viennent pour la retraite. C'est pourquoi dans l'armée, le recrutement, c'est de 18 à pratiquement 25 ans. C'est là que vous avez la jeunesse. Vous avez l'âge qu'il faut pour vous engager, pour prendre les risques. On ne prend pas les risques à 65 ans, à 70 ans. À 65 ans, on prépare la mort. Et pas prendre les risques. Donc, il y a autant de choses. C'est pourquoi j'ai dit, la première des solutions, nous devons nous organiser dans notre armée. Réorganiser l'armée, ça demande beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de points. Mais aussi la gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, mais dans tout cela, c'est le sentiment d'appartenir à une même nation, c'est-à-dire l'unité nationale qui fait que les Congolais, tous les Congolais, opposants comme non opposants, se mettent debout pour dire nous allons défendre la nation, pour dire ne jamais trahir le Congo, pour dire Bendele Telema. Voilà un peu ce qu'il faut pour trouver des solutions aux problèmes congolais. Monsieur Nikez, une question dans la conclusion. Permettez qu'on quitte un peu hors sujet. Dites-nous, le M23 a pris s'est emparé bien évidemment du chef-lieu du territoire de Walikale. Donc, il serait déjà vers Kisangani. Dites-nous qu'en pensez-vous? Non, non, là, il ne serait pas vers Kisangani. De Walikale à Kisangani, c'est presque 500 km.
Donc, même si le M23 était un oiseau, c'est pas en un jour qu'il peut arriver à Kisangani. Oui, le M23 a pris le centre de la cité de Walikale, du chef-lieu du territoire de Walikale depuis avant-hier mercredi, donc depuis le 19, juste un jour après la signature, après la rencontre de Doha. Après les cessez-le-feu. Oui, après la rencontre qui exigeait le cessez-le-feu. Le M23 a pris le centre de Walikale. C'est une ville, le M23 avance. Maintenant, au regard de tout cela, parce que vous savez, au pays, nous avons beaucoup d'initiatives, de paix. L'Église catholique et protestante, les confessions, d'autres confessions religieuses, tout ça. Les gens qui disent cesser le feu, tout, ainsi de suite. Alors, le M23 a pris. Qui peut arrêter le M23? Soit ce sont les sanctions, soit c'est l'armée congolaise, comme je l'ai dit. Si on réorganise l'armée congolaise... Pourquoi l'armée congolaise n'arrive pas à les arrêter? Ça, je pense que je peux vous proposer une autre émission parce que c'est un sujet très vaste. Très vaste, oui. Mais je dis simplement, qui peut arrêter le M23? C'est soit les sanctions de la communauté internationale, soit l'armée congolaise, à condition que l'armée congolaise, vous avez parlé de $500 ici, que l'armée congolaise soit réorganisée et puisse effectivement dire je ne recule plus, je me bats. Donc voilà un peu qui peut arrêter le M23 parce que dans le rapport de force, même quand les églises crient au dialogue, ça ne se tiendra pas. Ah bon? Ça ne se tiendra pas parce que les rapports de force jouent. Quelqu'un qui est en train de gagner, vous n'allez pas lui demander d'arrêter. C'est ça aussi le problème. Mais la solution n'est pas nécessairement militaire. Parce que si le M23 arrive à Kinshasa, le M23 remet sur la table le même problème que l'AFDEL a posé, le même problème que le RCD a posé. C'est-à-dire quoi? On forme un gouvernement, on se partage des postes, et 2 ans, 3 ans après, un autre groupe sort du Nord Kivu en disant nous sommes exterminés, nous allons faire la guerre. Toujours dans la recherche de la paix, le président français Emmanuel Macron a réussi les prélats catholiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est toujours dans la même logique. Je vous ai parlé de la France ici. La France qui joue un grand rôle. Mais est-ce que le rôle de la France n'est pas un rôle qui ne peut pas moralement tenir? Parce que la France, c'est lui qui a proposé la résolution pour les sanctions. Mais c'est lui aussi qui finance. C'est elle aussi qui finance le Rwanda. Dans le bloc gazier de Mozambique. Ah bon? Mais oui. Donc, au fait, c'est ça, c'est ce qui est complet. C'est pourquoi j'ai dit que la solution au problème du Congo devrait d'abord commencer par nous, les Congolais. Et nous, les Congolais, en donnant à notre armée les moyens qu'il faut pour que l'armée soit plus dissuasive. Parce que si l'armée est dissuasive, les voisins ne vont pas jouer avec nous. Si nous ne le faisons pas, mais regardez, ce n'est pas le seul pays où les gens veulent balkaniser. Même la France, il y a une partie de la France qui veut son indépendance, la Corse. La Corse veut son indépendance. Mais puisqu'il y a une armée organisée, une armée républicaine, on ne peut pas tolérer cela. Donc le vrai problème qui se pose chez nous, c'est notre réorganisation, l'organisation de notre armée et la gouvernance. Voilà, est-ce qu'on peut considérer cela comme votre conclusion, Monsieur Nikez? Ça ne me dérange pas, merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu Monsieur Nikez Kibelbel, qui est donc d'ailleurs l'un des partenaires de WAB Information TV. Nous avons parlé des différentes actualités dont nous avons brossé les actualités de l'ère. Vous avez aimé? Dites merci à toute l'équipe de WAB Info TV. Dites merci également à Monsieur Nikez, qui a été notre invité, à tous et à chacun. Au revoir.